Merci beaucoup. Merci de m'accueillir au niveau de la SFPO et je tiens à remercier François Lemar que je n'ai pas vu dans la salle mais qui est un des initiateurs de certains travaux que je vais présenter en 40 minutes. Je voudrais juste commencer dans le vif du sujet pour vous dire qu'on est face. Alors d'abord, j'ai bien conscience que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui ont des initiatives et j'ai pas du tout la prétention de faire une présentation exhaustive et vous m'en excuserez d'avance. Je vais simplement essayer de dresser un panorama d'ensemble et de synthèse sur les évolutions du numérique et leurs impacts. Et je voudrais commencer quand même par un point général, c'est-à-dire que on est face à une évolution technologique majeure. J'essaye de la résumer là dans cette diapositive. Le temps passé pour qu'un quart de la population nord-américaine, la population américaine, adopte une innovation. Alors, si on regarde par exemple sur cette diapo, vous voyez que pour l'électricité, il a fallu en 1873 46 ans pour que un quart de la population adopte l'innovation. Et puis vous voyez, on peut continuer, le téléphone 35 ans, la radio 31 ans, la télévision 26 ans, le PC 16 ans, les téléphones mobiles 13 ans, le web 7 ans et le smartphone 2 ans. Alors c'est pour vous dire que ça va à une vitesse quand même absolument incroyable et qu'on est certainement quand même dans ce qu'on appelle des innovations de rupture. Alors, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais je ne résiste pas au plaisir de vous donner la définition de l'innovation de rupture de The Economist, très sérieux journal anglais, qui a expliqué, par exemple, que pour le smartphone, alors, il y en a qui sont beaucoup plus jeunes que moi dans la salle, pour eux, ils sont nés avec. Mais moi, j'ai connu l'époque où il n'y avait pas le smartphone, et maintenant, je me demande comment je peux m'en passer. Et alors, The Economist a essayé de résumer la situation par deux petites études. La première, en expliquant que 98% des personnes regardent leur smartphone dans les 5 premières minutes après leur réveil. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas. Moi, c'est tout à fait mon cas, effectivement. Maintenant, c'est quasiment, si je puis dire, la première chose que je fais. Et puis, je ne sais pas comment ils ont fait méthodologiquement, mais ils affirment que 25% des personnes regardent leur smartphone pendant leur activité sexuelle. Donc, c'est typiquement le genre de données qui prouve bien que nous sommes face à une innovation de rupture. Pardon ? Non, je ne me permettrai pas de faire un sondage dans la salle. Non, certainement pas, non. Nous sommes quand même dans le Palais des Papes. Hein. Voilà, bon. Donc, c'est pour vous dire qu'on est face à une situation quand même où ça évolue très très vite. Et je vais me permettre donc de souligner quelques éléments dans cette galaxie de numérique en santé et la e-santé. Il y a énormément de définitions. Je permettrai simplement de souligner deux choses dans ce schéma. C'est d'abord qu'il y a un bloc qui est très clairement identifié à l'heure actuelle et qui intéresse plus probablement les professionnels de santé que vous êtes, c'est la télémédecine avec ses déclinaisons téléassistance, téléexpertise, téléconsultation, télésurveillance. Et puis on voit bien que dans la e-santé, ce bloc du big data et de l'intelligence artificielle est en lui-même en train de grossir. On pourra revenir, si vous le souhaitez, sur la définition qu'on peut y donner et sur le fait que c'est peut-être pas une révolution, mais plus une évolution de quelque chose qui existait auparavant. Les experts en IA s'agacent qu'on utilise le terme IA, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est bien ce mouvement au nom du numérique avec du traitement de données massives d'un nouveau genre. Alors, ce que je vais m'efforcer de faire avec vous, c'est de rappeler des grands impacts qui sont maintenant déjà effectifs d'une certaine façon sur l'offre de soins et le patient et le citoyen plus particulièrement. Il y en a d'autres que différents travaux, notamment menés par l'équipe à laquelle j'appartiens sur le métier d'assureur santé où la recherche ont été affirmés. Mais je pense que ce qui est le plus intéressant par rapport au métier de pharmacien, c'est ce qui a trait à l'offre de soins et la relation avec le patient et le citoyen. Alors, sur la relation entre professionnels de santé, je vais vous rappeler des choses que vous connaissez probablement. C'est sûr que tout le numérique et la e-santé améliorent d'abord la collaboration entre professionnels. Donc, vous avez la téléexpertise. En radiologie, c'est maintenant quelque chose affirmé sur le fait de pouvoir avoir des clichés radiologiques interprétés par des experts, par exemple des scanners ou des IRM sur de la neuro. Je ne sais pas sur la pharmacie à distance, mais j'imagine qu'il y a déjà des initiatives, au moins sur le plan expérimental. Vous pouvez avoir sur les pratiques de soins, comme la chirurgie assistée par ordinateur. Et puis, je me permets de souligner des choses qui peuvent paraître plus modestes, mais qui ont aussi leur intérêt sur les plaies chroniques.
Il y a des initiatives, par exemple, en Lozère, nous ne sommes pas très loin de la Lozère, où, pour des villages assez reculés, on prend en smartphone les escarres des personnes généralement âgées qui se situent donc dans leur domicile, dans ces villages, et on envoie la photo à des infirmières expertes qui donnent la marche à suivre en termes de traitement de ces escarres. Donc on voit bien qu'on est dans une collaboration entre professionnels à distance qui est renforcée. On a aussi un deuxième volet qui est la convergence des données. Donc on a le dossier médical électronique, on a le dossier de santé électronique. Alors on a d'un côté le dossier médical partagé et puis nous avons le dossier pharmaceutique qui est dans cette mouvance. Et puis étape ultime, le dossier de santé personnelle, l'espace numérique qui est envisagé notamment dans Ma Santé 2022. Ce qu'il faut dire sur ce plan, c'est que nous sommes en France sans doute plus conservateurs qu'aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, dans la protection des données. Je ne porte pas de jugement de valeur. Ça a aussi ses avantages en termes de confidentialité. La difficulté, c'est qu'on avance sans doute moins vite que dans des expériences nord-américaines. Donc je vous ai mis notamment cette expérience très connue qui s'appelle Blue Bottom, les assurés américains, je crois qu'ils sont plus de 150 millions qui possèdent cette application, en fait, peuvent à tout moment accéder à leur dossier médical. Les professionnels de santé peuvent y accéder aussi, mais les assureurs également. Et donc, vous voyez évidemment qu'on est dans une autre culture, puisqu'un assureur, de ce fait, peut comprendre l'évolution de la maladie d'un patient. Nous, en France, on est à nouveau certainement dans une philosophie qui est plus protectionniste. Alors, le pendant de cette relation entre professionnels de santé à distance, c'est la relation entre professionnels de santé et patients, qui aussi s'affirme à distance. Alors, vous avez dans ces services à distance les cabines pour patients, donc vous avez toutes ces fameuses cabines de consultation qui sont censées aussi apporter une réponse, notamment dans les zones rurales désertifiées. Vous avez les piluliers, les capteurs. Alors, sur les piluliers, pour vous donner un exemple, nous, on a un système à Gustave-Roussy avec des piluliers électroniques où on vérifie par un signal que le boîtier a été ouvert. Et évidemment, la question qui se pose est de s'assurer que quand le boîtier est ouvert, le couvercle est ouvert, le médicament est réellement pris par le patient. Donc maintenant, vous savez qu'on a des médicaments connectés, des piluliers super intelligents, on pourrait dire. C'est-à-dire que c'est des médicaments qui ont une petite puce et lorsqu'ils sont ingérés dans l'estomac, au contact du suc gastrique, déclenchent le signal vers le central à distance et qui permet de cette manière de s'assurer que la pilule est dans l'estomac. Je précède tout de suite la question perverse qui m'a été posée un jour, mais est-ce qu'on est sûr que c'est l'estomac du patient et pas celui du chien du patient? Ce qui est vrai aussi. Donc, vous voyez, on est en permanence dans une évolution technologique avec des incertitudes sur son application. On a évidemment des capteurs, des serious games, donc vous avez par exemple un exemple très connu, c'est Voracifish, qui est un système où on mange des petits poissons et par ce biais on rééduque les membres supérieurs, notamment dans les rééducations à post-accident vasculaire cérébral. Et puis vous avez ce grand espoir de la domomédecine, c'est en fait l'idée que la chambre d'hôpital de demain sera la chambre du domicile du patient, quelque part, notamment pour les personnes âgées, truffée de technologies. Alors vous pouvez avoir des balances connectées, des tensiomètres connectés, des piluliers, une TV, un frigidaire connecté. Je me permets juste de souligner dans les initiatives dont j'ai entendu parler récemment, que, par exemple sur les personnes âgées en isolement social, une entreprise à l'heure actuelle a mis des capteurs dans leur domicile au niveau du frigidaire, la porte d'entrée, deux autres points stratégiques et vérifie simplement les mouvements. Partant de l'hypothèse que si le frigidaire ne bouge plus, c'est plutôt un signe inquiétant sur la mobilité de la personne âgée et sur son alimentation. Donc vous voyez qu'on est dans des philosophies de cette nature sur le fait d'engager aussi de la technologie à distance au niveau du domicile. Et puis, évidemment, il y a toute une série d'initiatives à l'heure actuelle, et je suis sûr que dans la salle, j'allais dire dans la salle, c'est pas tout à fait une salle, mais dans l'enceinte, dans le conclave où nous sommes, il y a beaucoup de personnes qui portent des initiatives sur l'accompagnement du patient dans son parcours. C'est généralement des applications, des portails Internet, avec des infirmières de coordination ou de pratiques avancées associées ou de l'éducation thérapeutique. J'ai mis plus ou moins virtuel, car on a maintenant des expériences
je crois que c'est au Canada, où à la place d'une réelle infirmière, vous avez une infirmière, un chatbot en fait, qui répond avec toute l'apparence dans la voix évidemment d'une infirmière réelle, et il semble que ça donne des résultats plutôt positifs. Alors, tout ça sur l'offre de soins. Je rajoute maintenant, c'est parce qu'on commence à avoir aussi des premiers éléments sur l'intelligence artificielle par rapport au numérique tel qu'on le percevait traditionnellement sur les 3-4 dernières années. Donc on voit bien que ça apporte un petit plus, mais dans ce mouvement de l'offre de soins intégrée, une aide à la décision médicale et pharmaceutique, indiscutablement, il peut y avoir toute une exploitation des données sur la précision de la prescription et les interactions médicamenteuses. Par exemple, en oncologie, nous nous posons à l'heure actuelle des questions sur le rapport entre des chimiothérapies et tout ce qui est médecine alternative complémentaire, curcuma, valériane, dont les effets ne sont pas si anodins, pour comprendre un petit peu les interactions et éventuellement avoir des aides à la décision dans ces contextes-là. On a une prédiction des résultats qui commence à apparaître. Je vous ai mis entre parenthèses un des papiers dans l'oncologie sur la mortalité après cancer, chimiothérapie oncologique dans 2018, JAMA Open, qui montre qu'on commence à pouvoir prédire la mortalité des patients. On peut prédire aussi les réadmissions. Une aide à des réponses personnalisées, bon, ça peut paraître plus exotique, mais c'est pour montrer que l'intelligence artificielle ne s'intéresse pas uniquement à la clinique, à la génomique. Vous pouvez avoir deux éléments. Le premier, c'est pour cerner des émotions ou des comportements. Alors, je vous rapporte très brièvement une étude que je trouvais assez amusante. Je crois que c'est dans Lancet, qui a été publiée en santé mentale il y a 1 ou 2 ans, où en fait, pour des personnes qui ont un syndrome dépressif et de la mélancolie, la question qui était posée, c'est de savoir comment ils s'expriment le plus naturellement sur leurs sentiments mélancoliques, sachant que c'est très personnel et qu'ils peuvent avoir de la pudeur. Et il y avait 2 bras, un bras où c'était un avatar et un bras où c'était un avatar, plus un backup humain. Donc il y avait une personne derrière et les patients le savaient au moment de l'expression. Et les résultats étaient ensuite interprétés en aveugle par des psychiatres. Et l'étude a montré que les patients donc en syndrome dépressif se livraient beaucoup plus facilement sur leurs émotions au niveau de l'avatar, parce qu'en fait, ça suggère le fait que quand vous avez une interaction neutre, sans interaction humaine, quelque part, vous vous sentez peut-être plus confortable d'un point de vue émotionnel. Alors, c'est pour dire que tout est possible, vous voyez, dans le comportement des patients, et qu'il faut se méfier des attendus, parce qu'on pourrait imaginer que la relation humaine est peut-être plus aisée, mais il y a peut-être là aussi, sur ces notions-là, des éléments à creuser. Et puis, vous avez Amazon actuellement qui, par exemple, a développé un service où les chirurgiens peuvent programmer une place au bloc opératoire comme dans un restaurant. Alors ça paraît un peu gadget, mais c'est bien l'idée que sur des interventions chirurgicales quand même relativement bénignes et programmables, vous pouvez très bien commencer à raisonner comme une réservation dans un restaurant. Alors tout ça nous amène vers un premier élément, c'est des offres de soins intégrées. Je vous ai mis l'exemple de Kaiser Permanente aux États-Unis, qui est une compagnie d'assurance et aussi d'offreurs de soins, qui a un réseau d'hôpitaux, de pharmaciens, de médecins dans certaines parties des États-Unis et qui est aussi assureur. Et donc pour un assuré Kaiser, à l'heure actuelle, vous avez cette application que vous voyez peut-être pas très très bien, mais en fait un assuré Kaiser peut à tout moment accéder à son dossier médical, accéder à un centre pharmaceutique et avoir de la e-prescription, donc du renouvellement de prescription sans avoir à se déplacer chez plusieurs contacts. Il peut avoir un rendez-vous, un appointment center, donc des rendez-vous à tout moment s'il le désire avec des professionnels de soins. Il a une messagerie sécurisée et il a toute une série aussi d'informations sur des localisations géographiques de l'offre Kaiser. Donc c'est pour vous montrer que le patient, d'une certaine façon, est beaucoup plus libre de ses faits et gestes avec tout le numérique en santé. C'est au service donc d'un
comme on dit, d'un parcours personnalisé et coordonné. Et je dirais que c'est peut-être le premier élément qu'il faut retenir sur la technologie, c'est que de toute manière, la technologie n'est qu'un élément, qu'une composante de l'organisation de ce parcours coordonné et personnalisé. Il est, je l'ai mis ici, vous pouvez avoir la télémédecine, du dossier médical partagé, de l'IA, mais il est clair dans tous les travaux que ça ne se conçoit que comme une composante en association avec des modes d'organisation, c'est-à-dire des infirmières de pratique avancée, des modes en réseau, d'autres formes d'organisation, avec du self-management du patient, que ce soit de l'éducation thérapeutique ou de l'engagement, avec aussi des aspects de catégorisation des patients d'un point de vue organisationnel entre patients complexes ou patients dits simples, et puis aussi avec des modes de paiement adaptés, donc des paiements au parcours ou à la coordination. Et je fais, en évoquant cela, évidemment référence à toute la politique actuelle, notamment dans l'article 51, sur de l'expérimentation sur les nouveaux modes de paiement. Il va de soi que si on développe des initiatives, mais que les modes de paiement restent tels qu'ils sont à l'heure actuelle, l'incitation à ce que ce soit plus coordonné et qu'on utilise l'outil technologique est assez faible. Alors, je me permets, parle, évidemment, on parle toujours de ce qu'on connaît le mieux, donc je me permets, excusez-moi, parce que de faire un tout petit peu de centrage sur une expérience à Gustave Roussy. J'ai bien conscience qu'il y a bien d'autres établissements qui font aussi des initiatives, mais c'est simplement pour vous montrer comment on raisonne concrètement. Donc nous, on a mis en place un système de suivi, de télésuivi et de téléassistance à distance pour des patients sous thérapie orale, en misant sur le fait que ce système peut améliorer l'observance, la prévention des effets de toxicité à des stades mineurs et peut aussi améliorer des délégations de compétences entre les médecins de Gustave Roussy et les infirmières de coordination pratique avancée. Donc le schéma, en fait, c'est une application du schéma précédent. Donc en termes d'innovation technologique, nous avons deux applications, une pour les patients et une vis-à-vis des professionnels de ville, médecins généralistes, pharmaciens de ville, infirmières libérales. On est en train de travailler sur des développements d'intelligence artificielle et de chatbot en complément. Et puis on a deux infirmières de coordination, les nurse navigators, qui sont encadrés dans leurs soins courants par ce qu'on a appelé des algorithmes, dans des arbres de décision qu'on a construits, des protocoles et des formations aussi dans la relation à distance avec les patients. Bon. Enfin, on demande dans ce projet qui s'appelle Capri aux patients une remontée d'informations systématiques de style Patient Reported Outcome, donc des informations très classiques sur fatigue, perte de poids, douleur, fièvre, ce qui nous permet d'anticiper le plus vite possible des évolutions cliniques qui pourraient exister. Et on essaye de rentrer dans la philosophie de l'article 51. Je crois notamment qu'Unicancer a une expérience qui est devenue nationale, en fait, qui a repris d'autres hôpitaux sur le développement de paiement au parcours dans le cas des thérapies orales. Donc c'est pour vous donner un exemple de démarche et on évalue donc selon une étude randomisée avec une analyse longitudinale plus qualitative les effets de cette expérimentation sur les critères que je vous ai évoqués. Alors j'en viens au deuxième point pour pas prendre trop de retard. Je vous ai parlé de l'offre de soins intégrée. Deuxième aspect, le patient et le citoyen. Alors sur le patient et le citoyen, il est certain que le numérique en santé a un effet clairement maintenant repérable sur une autonomie qui est renforcée. D'abord parce qu'il a l'information grand public sur des sites personnels, des blogs, des sites communautaires, des médias sociaux, Facebook, Twitter, etc., des forums de production collective d'informations. Vous avez énormément maintenant de plateformes qui proposent des services et de la remontée d'informations en proposant en fait des benchmarks dans la philosophie du data-driven patient. Et puis, il y a aussi tous les outils self-quantified sur l'automesure ou des nouveaux capteurs qui permettent d'accompagner le patient ou le citoyen dans son bien-être d'ailleurs. Soulignons au passage que la frontière entre santé et bien-être est de plus en plus poreuse. Alors, c'est une autonomie qui est renforcée aussi avec la médecine prédictive fondée sur les big data et les tests génétiques. Je vous connaissez certainement, je vous rappelle l'histoire de Madame Angelina Jolie, qui est assez révélatrice en fait de cette autonomie telle qu'elle peut s'exprimer à l'heure actuelle. Angelina Jolie a, en 2012, publié un article dans New York Times
en commençant son article en disant « Je veux montrer à des femmes de conditions similaires que la mienne, dans des situations similaires à la mienne, qu'on peut se prendre en charge en 2012, donc, par le fait de ces nouvelles technologies. » Et elle a expliqué son histoire, Mme Joly, donc par ses deux branches familiales, paternelle et maternelle, à le risque de mutation BRCA1 et 2, qui s'est avéré exact après le test génétique qu'elle a fait. Donc ça, c'est nouveau, c'est de pouvoir faire un test génétique. Donc elle a eu un résultat qui a annoncé 80% de risque de développement de cancer du sein et 50% de cancer de l'ovaire. Elle explique ensuite la deuxième phase, elle a fait donc de la décision partagée avec son médecin sur les mesures préventives. Elle avait en fait la possibilité entre des suivis mammographiques réguliers ou une mastectomie. Elle a choisi la mastectomie. Et elle explique donc qu'elle a pris en charge, si vous voulez, ces deux étapes. Et ça a donné lieu à ce qu'on a appelé l'Angelina Effect, c'est que dans les 6-9 mois qui ont suivi cet article, des femmes de conditions similaires ont fait beaucoup de tests génétiques pour justement vérifier si elles étaient dans la même situation. Alors, à nouveau, l'IA dans tout cela, c'est sûr que ça améliore des aspects préventifs. Alors il y a quelque chose à l'heure actuelle qui, évidemment, ne vous a pas échappé, c'est qu'on parle beaucoup, par exemple, du rôle de la flore intestinale, du gut microbiome dans beaucoup d'aspects de la prise en charge médicale et notamment de l'efficacité des chimiothérapies. Donc il est certain que vous avez maintenant des possibilités aussi de faire votre test de flore intestinale et d'être plus préventif sur ces aspects-là. Vous avez aussi des mouvements sur des assistants virtuels pour un accompagnement thérapeutique et de bien-être. Donc ce sont des applications en fait qui personnalisent les parcours, mais qui le personnalisent sur tous les volets. Ça peut être clinique, mais ça peut être aussi sur des aspects juridiques, de prévention, voire aussi de conseils dans la qualité de vie. Et puis vous avez, pour les personnes âgées, aussi des travaux qui se développent sur des compagnons, notamment pour des personnes qui vivent seules, qui permettent d'améliorer le bien-être avec des techniques de nudge pour essayer de changer le comportement discret de ces personnes âgées. Vous avez par exemple un de mes collègues qui travaille avec l'hôpital Broca à Paris, où des personnes qui sont en situation d'Alzheimer ont parfois des comportements assez irrationnels et violents, et ils ont un animal qui a l'apparence d'un phoque, et il semble en fait que ça régule l'humeur de ces personnes-là. Et l'étape suivante, ça serait de voir au fond comment il peut y avoir des techniques de modification de comportement avec ces techniques du nudge. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec la technique du nudge. La technique du nudge, c'est des techniques de recherche en management qui sont en fait à la limite, si je puis dire, de la manipulation, c'est-à-dire c'est d'essayer discrètement de modifier le comportement d'une personne. Alors l'exemple célèbre, c'est les hommes. Nous avons cette fâcheuse manie, comme nous l'avons aux toilettes, de ne pas être forcément très précis dans certaines de nos actions. Et il se trouve que la technique du nudge, à cet exemple, c'est d'avoir mis une mouche au bas des toilettes de certains aéroports en partant du postulat que l'homme aime aussi le jeu et donc va s'attacher à viser la mouche. Alors ça paraît drôle, mais il y a dans certains aéroports, je ne sais plus si c'est à Amsterdam ou à Copenhague, en fait une diminution des coûts de logistique et de nettoyage des toilettes qui a été très importante, justement parce que tous les hommes se réjouissent maintenant d'essayer d'atteindre la mouche. Voilà. Donc vous aurez appris quelque chose au moins dans cette présentation ce matin. Alors, je reviens au patient. Ce patient est plus autonome. Donc, deuxième aspect, une offre de soins plus intégrée, un patient plus autonome. Je peux que vous recommander de lire cet auteur Éric Topol qui publie tous les 3 ans un ouvrage sur ces sujets. Donc lui, un de ses ouvrages s'intitulait, ce qui est très significatif, The Patient Will See You, le fait que le patient de plus en plus pourrait avoir certaines des actions de prise en charge traditionnellement assumées par les professionnels de santé à sa charge. Donc ça peut être le diagnostic, la surveillance, l'autoprescription. C'est vrai, probablement pas pour l'oncologie, parce que c'est des pathologies lourdes avec beaucoup d'expertise, mais par exemple sur le diabète, on voit cette tendance s'affirmer de plus en plus.
Alors j'en viens maintenant à l'analyse critique, parce qu'au fond je vous ai fait un descriptif. D'abord on sait que sur ces aspects numériques, parce qu'on commence à avoir du recul, il y a d'abord des questions d'implantation. Ça c'est un principe de management très connu, c'est le hype cycle de Gartner. Vous avez, quand vous implantez une nouvelle innovation technologique, 3 temps. Un temps d'illusion, donc c'est la courbe de début, un temps de désillusion, le deuxième temps, et puis après une maturation dite secondaire. Donc vous avez ces schémas qui sont appliqués pour toutes les démarches numériques ou pour l'intelligence artificielle. Si on prend au hasard le cas du dossier médical partagé, on pourrait refaire l'histoire en disant l'illusion de son démarrage qui remonte, si je ne me trompe pas, du temps de Douste Blazy, la désillusion qui a été sans doute aussi importante que l'illusion de départ, et puis malgré tout une maturation secondaire au sens où on développe maintenant du DMP, mais avec un temps de latence assez important, puisque parfois entre le début et l'espoir que représente l'innovation technologique et le discours très optimiste autour de l'innovation technologique et sa réalisation effective, il peut y avoir des décalages de 5 à 10 ans, ce qui pose des questions de management de projet autour de l'innovation technologique et au niveau de toutes les initiatives que nous portons les uns les autres. Il y a des temps faibles, comme on dit au rugby, et il est très important dans ces cas-là de pouvoir être présent et de maintenir le souffle autour de l'innovation. Je vous rappelle que sur le management, en termes d'innovation, le taux d'échec entre une innovation et un progrès, c'est-à-dire l'aboutissement en solution commercialisable, est très important. Et souvent, les travaux montrent que ce n'est pas le fait de l'idée de départ, mais c'est le fait du management de l'innovation au cours du temps. C'est la résilience et la résistance dans le développement du projet qui est un des facteurs clés. Alors, deuxième aspect, les usages de l'e-santé. Alors, c'est vrai que sur les usages de l'e-santé, il y a beaucoup de choses à dire maintenant sur les outils numériques. Vous avez d'abord un sujet un peu général, mais qui apparaît, c'est que on est dans une philosophie qui est de pouvoir partager l'information entre tout professionnel, entre professionnels et patients, de la coordination, de l'horizontalité, mais on est dans un secteur où il y a des jeux de pouvoir. Un PU-PH d'une spécialité plus important qu'une autre spécialité, qu'un médecin, je vais m'arrêter là. Et donc vous voyez bien que l'équation quand même est par certains côtés assez délicate, parce que demander de la symétrie dans l'échange, du partage, de la communication bilatérale, dans un système où il y a des hiérarchies de statut, il est important de le prendre en considération. Ça ne veut pas dire qu'il faut rompre ces hiérarchies de statut, mais il faut essayer d'en tenir compte pour voir comment ces formes d'organisation et de communication se mettent en place. La deuxième chose, c'est qu'il y a des phénomènes maintenant de ce qu'on peut appeler l'infobésité, c'est-à-dire qu'au nom finalement de la communication et de la production de l'information, on asphyxie les boîtes mail de chacun, et donc on se retrouve dans des systèmes de triage de l'information importante ou pas importante. Alors c'est un sujet en santé qui a une conséquence, c'est que vous avez par exemple des professionnels, vous avez des boîtes mail remplies, si on met des patients en contact direct avec vous, il n'est pas certain en fait que vous arrivez à tenir le rythme, parce que si vous avez par patient 20 mails par jour supplémentaires, dont, et ça on a fait quelques études sur cet aspect, une grande majorité d'informations ne requiert pas votre expertise, d'une certaine façon, à terme, vous allez vous essouffler. C'est-à-dire que vous allez considérer que le système en lui-même n'est pas très ingénieux par rapport à votre activité de travail. Et donc, on voit bien que ces phénomènes d'infobésité sont à prendre en considération. Et nous, par exemple, on a vraiment considéré important de ne pas mettre en contact des professionnels de santé, pharmaciens, médecins, avec des patients en lien direct, mais d'avoir des systèmes, si je puis dire, intermédiaires de triage, le terme n'est pas très élégant, mais qui permet de savoir quand on doit solliciter l'expertise. Et puis, vous pouvez avoir aussi des engagements de patients variables. Je dis ça parce que je ne sais pas s'il y a des associations de patients dans la salle, mais souvent, il y a, au nom de la démocratie sanitaire à l'heure actuelle, l'idée que le patient va s'engager. Mais concrètement, quand vous êtes sur le terrain, vous avez des patients qui ne veulent pas s'engager. On peut le comprendre. C'est très fort émotionnellement d'avoir un cancer. Et ils souhaitent, si je puis dire, le pilotage automatique et le mode de management paternaliste qui peut être parfois critiqué. Des questions d'inégalité, les risques de discrimination génétique. On peut se rendre compte qu'évidemment, avec le numérique, on arrive à des phénomènes de repérage qui peuvent avoir des incidences fâcheuses sur cet aspect-là. Des risques d'inégalité, je voudrais là-dessus rapidement, mais quand même souligner que c'est pas si simple, parce qu'il y a un discours ambiant sur le fait que l'emploi des numériques en santé
s'applique à tout le monde, de 7 à 97 ans, toutes conditions sociales confondues. On a nous-mêmes fait des études qui montraient ça sur de l'appétence. Mais sur le terrain, je dois dire quand même que vous avez encore des patients qui préfèrent le téléphone plutôt que l'application numérique, qui ne sont pas très en appétence par rapport à ça. Et donc, il faut se méfier par rapport aussi à cette idée de la fracture digitale qui s'estompe. Dans la couverture assurantielle, c'est sûr, je n'ai pas trop le temps de développer, mais il est évident que si, avec les tests prédictifs, moi je dirais que j'ai un certain âge, donc c'est pas très grave, mais mon fils qui a 20 ans, on lui donne par un test génétique une probabilité de développer à 50 ans un cancer colorectal à 80% et que son meilleur ami fait le même test et qu'on lui dit toi tu n'as que 20% de chance ou 10%, est-ce que son meilleur ami acceptera de rentrer dans un système qu'on appelle la sécurité sociale et qui mutualise le risque, sachant qu'il est a priori avec un plus faible risque. Donc il y a vraiment un enjeu sur les systèmes solidaires de couverture assurantielle. Et puis j'en rajouterai un troisième qui est en train d'apparaître de plus en plus manifeste, c'est dans la diffusion de l'innovation numérique. Moi j'ai la chance, mais comme vous, de représenter des institutions qui sont engagées dans l'innovation, mais je suis aussi originaire d'un petit village au fin fond de la France. Je ne suis pas sûr que l'innovation numérique s'implantera avec la même vitesse. Et il faut s'assurer que ce développement et ce progrès qui est annoncé soit accessible à tous et ne renforce pas justement ces problèmes d'accès aux soins, notamment dans des zones rurales. Les premiers impacts perçus de l'IA, je voudrais rajouter quelques mots parce qu'on commence à y voir un tout petit peu plus clair, si je puis dire, là-dessus. C'est un peu nouveau. Mutualiser les données, usage excessif, impact sur le travail et éthique, et j'en aurai fini. Mutualiser les données ou plateformiser. On commence à avoir quelques expériences qui montrent que la structuration des données en santé est sans doute une étape qu'on a sous-estimée. Donc, le cas de Watson, IBM, vous avez peut-être entendu parler, qui avait développé un partenariat avec le Anderson Cancer Center sur le traitement des données en fait des dossiers médicaux de ce centre. Il y a eu un budget, je crois, qui était de 60 ou 80 millions de dollars. En fait, ça n'a pas abouti parce qu'ils ont été confrontés à des difficultés sur la structuration des données du dossier médical électronique, beaucoup plus importantes que prévu. Et c'est un enjeu de l'IA sur son versant Natural Process Learning de justement arriver à bien structurer des données qui, par essence, ne le sont pas. Vous avez, avec le Health Data Hub et al., parce que vous avez des initiatives, notamment au niveau des CHU, qui se mettent en place de mutualisation des données, mais qui posent aussi ces questions, évidemment, d'interopérabilité, de transparence dans l'usage et dans le modèle économique des plateformes. Vous pouvez avoir en fait un service gratuit proposé aux patients, mais une revente de la donnée dans un second temps que le patient ne connaissait pas au départ. De partage des données, est-ce que tout le monde est prêt à partager ces entrepôts de données? Et de souveraineté nationale au sens, c'est présent dans le rapport Villani, et je crois que c'est très juste, c'est que à l'heure actuelle, d'une certaine façon, beaucoup de ces systèmes de plateformes sont privés avec les GAFAM et leurs alter ego asiatiques. Et il est certain qu'on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas une fuite des données de nos citoyens vers ces plateformes marchandes qui, en plus, ne sont pas françaises. Donc il peut y avoir aussi cet enjeu de souveraineté nationale. La question des usages, je vous ai mis alors des usages excessifs, ça conforte, si je puis dire, le propos précédent sur le numérique. Je vous ai mis, par exemple, cette application NamePrism qui était supposée identifier et prévenir la discrimination par un algorithme de machine learning qui déduit l'ethnie et la nationalité d'un nom avec 80% d'exactitude, et en fait qui a été utilisé pour promouvoir la discrimination. C'est-à-dire que l'usage a été complètement inverse de ce qui était annoncé. Et puis vous avez un sujet qui est en train d'apparaître, c'est que l'IA notamment va automatiser certaines actions. Et donc là où beaucoup d'experts s'accordent, c'est de dire on va avoir un gain de temps. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un peu plus de temps sur le déroulé de certaines actions. Mais la grande question, c'est pour quel usage? Parce qu'il est annoncé ce gain de temps pour permettre une meilleure relation avec les patients, une meilleure qualité des soins,
Et puis aussi, cette étude de 2017, peut-être avoir un peu plus de temps pour soi-même, ce qui procure du bonheur, en tout cas d'après cette étude. Mais ça peut être aussi utilisé dans un autre sens, c'est d'amplifier l'intensification du travail, c'est-à-dire de mettre encore plus de patients, si je puis dire, de volume de patients dans les consultations ou dans les contacts avec les professionnels. Donc, à nouveau, c'est à l'usage qu'on saura si ce gain de temps est un cadeau ou si c'est en fait un cadeau empoisonné. Impact sur le travail, je me suis permis de mettre cette slide qui était un peu plus difficile à lire parce que c'est un vrai sujet et c'est plein de fantasmes sur le savoir si les métiers de la santé d'une manière générale vont être doublés par la machine. Je suis incapable de vous donner une réponse, mais par contre, je vous donne l'état de certains rapports. Alors, c'est des rapports qui ne sont pas spécifiques à la santé. L'impact est annoncé quand même assez élevé, 47% des emplois détruits d'ici 20 ans aux États-Unis, 42% en France. Le Conseil d'orientation pour l'emploi en France en 2017 a été plus modéré, 10% des emplois menacés de disparition, mais 50% des emplois seraient potentiellement automatisés à plus de 50%. Donc sans que ce soit une substitution, ça veut dire qu'il y a une forme d'automatisation qui va s'installer dans beaucoup de métiers. Alors, quel métier? C'est un peu la question. Ça dépend du caractère automatisable d'une tâche. Donc, je vous ai mis les définitions officielles. L'absence de flexibilité, c'est répéter continuellement une même série de gestes. Capacité d'adaptation, une application stricte d'ordre de consigne. Capacité à résoudre des problèmes. Si anomalie, le travailleur fait appel à d'autres pour résoudre le problème. Et absence d'interaction sociale. Alors, ça pose une question qui commence à vraiment interroger beaucoup d'équipes d'économistes, c'est ne va-t-on pas vers une bipolarisation du marché du travail? C'est-à-dire, et ça va être sans doute aussi dans la santé une question, c'est-à-dire d'un côté des métiers hautement qualifiés et de l'autre, par contre, des métiers de service peu qualifiés et qui, eux, vont être très fragilisés par l'automatisation. En même temps, un message plus positif, c'est qu'on voit bien qu'avec cette automatisation à nouveau, il y a du gain de temps, il y a de l'espace, et donc il y a pas mal de travaux qui commencent à plaider le fait que c'est une chance parce que ça peut développer des compétences humaines que la machine ne pourra jamais avoir, comme la créativité, la dextérité manuelle, la pensée abstraite, la résolution de problèmes. Le rapport Villani en fait pas mal état et pose la question dans l'éducation nationale sur le fait que nos enfants devraient peut-être être plus mis sur des situations de créativité dès maintenant, justement, dans cette optique. Plus spécifiquement à la médecine, vous avez des expériences nord-américaines sur des étudiants en médecine et en pharmacie, je crois aussi, qui désormais passent du temps dans les musées d'art pour exercer, cultiver leur faculté d'observation, toujours dans cet esprit que ce sont des compétences que la machine ne pourra jamais acquérir. Je termine sur l'éthique et l'intelligence artificielle. Alors on voit bien qu'il y a des questions sur l'adaptation, la protection des droits et des libertés au regard des abus potentiels. Lié à l'utilisation des systèmes de machine learning. Donc vous avez la loi RGPD qui essaye de se mettre en place, mais on voit bien que la loi ne suffira pas et que c'est une question à nouveau d'usage excessif et de régulation en aval, c'est-à-dire c'est pas seulement sur la production de données, mais c'est une fois qu'il y a un algorithme de voir s'il fait réellement ce qui était annoncé par la structure qu'il commercialise, qu'elle soit publique ou privée. Vous avez les risques d'hacking, alors vous avez l'attaque Dauphin, par exemple, un exemple d'un couple à Portland qui ont eu leur conversation enregistrée et documents audio envoyés à tous leurs contacts. Donc ça, c'était lié à des questions de cyberattaque, donc évidemment, il y a toujours ces questions de cybersécurité. Et puis, accroître la transparence des systèmes autonomes, de tous ces algorithmes qu'on annonce, surtout en permettant d'analyser si ça dysfonctionnait. Vous savez que c'est souvent considéré comme des boîtes noires, ces algorithmes d'intelligence artificielle. Et donc la question est vraiment de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, surtout si ça dysfonctionne. Alors il y a deux sujets qui apparaissent notamment dans ce domaine. D'une part, c'est dans la construction même de l'algorithme, il y a des critiques de plus en plus fortes sur le fait que ces algorithmes sont construits sur des sélections de patients et on retrouve un phénomène connu en stade de biais de sélection, c'est-à-dire que l'algorithme fonctionne très bien pour la population sur laquelle il s'est construit, mais pas forcément pour l'ensemble des caractéristiques d'une population et dans sa diversité. Et puis, vous avez un autre sujet qui inquiète, c'est les risques de décès avec l'algorithme. Alors, je vous dis ça parce qu'il y a eu un très joli papier dans Science en 2016 sur la voiture autonome, et vous avez régulièrement, avec Elon Musk, par exemple, sur Tesla, des débats. La voiture autonome,
statistiquement, va tuer moins de monde que l'être humain. Le problème, c'est que vous donnez votre responsabilité à la voiture, la responsabilité à la voiture de tuer plutôt que de vous tuer vous-même, si je puis dire. Et donc la question est de savoir si on accepte cela. Et deuxième point, ce que racontait l'article très justement, si je puis dire, qui est-ce qu'on va tuer ? C'est-à-dire que si vous êtes dans une voiture autonome, vous pouvez tuer le conducteur, le passager à côté du conducteur ou les piétons. Et quels piétons ? Ceux qui traversent la route ou ceux qui sont sur le trottoir. Et donc, l'algorithme peut être construit dans cet état d'esprit. Alors, ça pose évidemment des questions terribles d'un point de vue éthique. Et on peut imaginer en santé, même si moi, je n'ai pas trouvé de travaux là-dessus, mais que la question va se poser, parce qu'on est dans des phénomènes de sécurité, d'événements indésirables et de mortalité. Si ce sont des algorithmes qui réduisent ce taux d'événements indésirables, mais qui, quelque part, le font selon des systèmes que nous ne maîtrisons plus, ça posera évidemment de grands débats. Alors, j'en termine en disant que tout ça, sur cet usage critique, montre qu'entre l'annonce et les usages et l'état actuel du développement, il y a des évidences encore qui sont relativement modestes. C'est toujours très frappant de voir les gains attendus qui sont annoncés importants sur la réduction des venues hospitalières, la délégation de compétences, dans les pays aussi en voie de développement, beaucoup d'enjeux. Des résultats en fait modestes et parfois inattendus. Alors par exemple, vous avez les scribes aux États-Unis, qui est maintenant avéré, c'est-à-dire qu'il y a eu un investissement très fort sur le dossier électronique aux États-Unis, dossier médical électronique, en partant de l'idée que ça serait plus efficient, mais ça a posé tellement de questions de saisie aux médecins qu'on a créé un nouveau métier qui est le scribe, qui saisit à la place du médecin pour que le médecin reste dans son cœur de métier d'expertise. Et donc c'est totalement antagoniste avec l'idée d'être plus efficient avec le dossier électronique. De la même façon, vous commencez à avoir des travaux qui vous montrent que l'intelligence artificielle n'est pas si artificielle et que vous avez énormément de travaux humains qui sont en satellite autour de l'IA, avec une précarisation du travail qui est importante. Alors vous avez des travaux à la demande comme Uber, par exemple, qui posent des questions. J'en ai bientôt fini. Mais vous avez des travaux même, en fait, de reconnaissance d'images qui fait le travail qu'on annonce être de l'intelligence artificielle, mais en fait, ce sont des tâcherons, comme on les dit. Et vous avez, par exemple, la société Amazon, qui est avec Amazon Mechanical Turk, qui prend d'une manière intérimaire et vacataire des personnes de pays, notamment de l'Inde, et qui fait le travail de ce qu'on croyait être l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'ils font l'effort de reconnaître des visages, de reconnaître des textes et d'interpréter des likes. Et puis vous avez des grandes questions de méthode de recherche évaluative qui apparaissent avec cette innovation, parce qu'elle n'est pas que technologique, encore une fois, elle est dans un contexte organisationnel, et donc c'est évaluer une innovation organisationnelle. Et ce n'est pas tout à fait les mêmes méthodes que dans la recherche clinique avec le randomisé contrôlé, parce que vous évaluez aussi des comportements humains. Alors j'en termine par la partie qui est la plus savoureuse, mais qui est aussi la plus fragile, c'est le côté prédictif. Où est-ce qu'on va avec tout ça ? Donc c'est un jeu très amusant, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, sachant qu'on ne sait pas en fait exactement. Alors d'abord, il y a des personnes qui disent que tout ça va nous amener à être plus âgés, et donc tous centenaires. Vous avez des grandes philosophies là-dessus, évidemment avec le transhumanisme. On voit plus sérieusement, j'en sais rien, c'est peut-être sérieux aussi ce qui est annoncé là, une prévention développée. Ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup maintenant avec le numérique de mesures préventives sur la qualité de vie, habitudes alimentaires et autres. Une offre de soins curatifs plus intégrée et réactive. Alors l'importance du domicile, ça c'est sûr qu'on va vers une externalisation très forte des prises en charge dans les maladies chroniques et en investissant sur le domicile du patient et la technologie en accompagnement. Des hôpitaux high-tech, donc qui sont des hôpitaux, au fond, où il y a des structures de référence, d'expertise, certainement, qui ne peuvent pas être délocalisées, avec des plateformes et des data centers, en moins grand nombre, certains commencent à y penser, aussi sur les hôpitaux de proximité qui peuvent être transformés en sorte de maison plateforme de soins sur les maladies chroniques. Et c'est un peu dans la philosophie, me semble-t-il, de Ma Santé 2022. Alors ce que je vous dis n'est pas totalement
un fait de l'esprit. Vous avez des expériences maintenant, vous avez les Samsung Hospital à Abu Dhabi ou à Séoul, et puis vous avez le Mercy Hospital à Saint-Louis aux États-Unis. Pas de lit, alarme, infirmière médecin parle au patient, monitoring avec des graphes, suivi à distance avec IA et contact personnalisé. Ça veut dire qu'il y a énormément en fait de systèmes qui sont maintenant assumés par le numérique. Des médecins, même chose, est-ce qu'on voit en moins grand nombre? Alors l'IA, on pose la question de l'impact notamment sur les radiologues, pathologistes et dermatos, puisqu'il y a l'analyse aussi de tissus qui peut être automatisée. Face à des patients plus autonomes, des pharmaciens, j'ai mis notamment d'officines qui affirment leur rôle d'expert, il y a certainement un enjeu très très fort à ce niveau-là. Des suivis à distance dans des zones rurales qui seront aussi réfléchis avec ces technologies. Une production plus automatisée. On oublie beaucoup, mais l'IA et le numérique, en fait, le premier gain, il est sans doute sur la productivité de la logistique, c'est-à-dire sur des aspects de traçabilité, de péremption, de suivi de date de péremption et autres. Et puis une couverture assurantielle différente, du service personnalisé à la réparation avec les questions de solidarité que je vous ai évoquées. Je termine en vous donnant cette petite note qui a été publiée dans la Tribune en janvier 2007, où finalement en 2045, il y aurait une loi faite par le ministre de l'époque, Solène Maritour, qui serait le ministre de la Santé prédictive, et qui voudrait donc dérembourser totalement à partir de 2050 les principales maladies mortelles. Le postulat de ce projet, qui serait controversé évidemment, c'est que l'alliance du séquençage d'ADN gratuit, de capteurs connectés, de nouvelles normes médicales, parcours de santé préventif auquel va s'ajouter un parcours bien-être obligatoire, permettent à chacun en fait d'être responsable de ne pas tomber malade. C'est-à-dire que la technologie nous renverrait la balle en nous disant que nous devons rester en bonne santé. Voilà, je termine pour vous dire que tout ça, en fait, pose une question générale, c'est distinguer un peu la lame de fond de l'écume. Je me suis permis de mettre à la fois Éric Topol, qui est un grand leader de ces sujets à l'heure actuelle, qui annonce une destruction créative, et puis Montesquieu, qui ne s'attendait peut-être pas à être dans un iPad. On peut poser pour maxime générale que toute révolution prévue n'arrivera jamais, que si d'un autre côté on consulte les histoires, on ne trouvera partout que de grands événements imprévus. Tout ça pour dire que tout ce que je vous ai dit n'a qu'une valeur très relative. Je vous remercie. Immense merci pour votre panorama très complet. Puis je pense que notamment vos 2 dernières diapositives vont faire réfléchir beaucoup d'entre nous. Compte tenu que l'horaire est un tout petit peu contraint, et j'en suis désolé, on va accepter une question qui... Alors, je pense qu'il y a beaucoup de questions, mais... Une question ? Bon. Bah, écoutez, moi, juste... vous êtes en train d'évoquer des choses qui sont tellement d'actualité... qui sont tellement à risque. Et moi, j'ai juste une réflexion par rapport à ce que vous avez dit, mais vous allez voir qu'elle est un tout petit peu décalée. Quelquefois, on accepte aujourd'hui le risque des accidents de voiture. Il y a quelques années, tous les dimanches soirs, on entendait il y a eu 10 morts, il y a eu 20 morts. Maintenant, c'est fini. Bon, même si effectivement, il y a une réduction drastique du nombre de tués et tout le monde s'en félicite. Par contre, quand une voiture automatique tue quelqu'un, alors là, c'est la catastrophe. Et quasiment, on arrête tout parce qu'il y a une voiture automatique qui a décidé de tuer le piéton plutôt que de s'arrêter. Alors, sur ces choix-là, parce que ce sont des messages de civilisation et de population. D'un côté, la population accepte qu'il y ait des morts tous les week-ends ou tous les jours, et de l'autre côté, elle n'accepte plus que la science, ou l'évolution de la science fasse ça. Et de la même façon, vous évoquiez Angelina Jolie, je ne me permettrai pas de critiquer ou d'avoir de commentaires sur son attitude, mais si elle avait 80% et 50%, elle avait quand même 20% et 50% de ne pas en avoir. Bon, et donc, soit je suis positif et je dis 80%, ça veut dire il faut que j'agisse,
soit je suis pragmatique, et je peux me dire aussi, j'ai peut-être aussi 20% de... Voilà. Et tant que moi, je ne suis pas dans les statistiques comme à l'essai clinique, où j'arrive à un intervalle de confiance de 5%, je me dis 20%, c'est quand même large. Alors, sur ces messages, comment vous avez en tête la perception du public vis-à-vis, ou du patient, vis-à-vis de cette évolution de la science et de la technique? Alors, j'ai pas la boule de cristal, donc je suis incapable de vous dire exactement sur les comportements. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est en fait le fait que ça va certainement accroître des inégalités de questionnement et de comportement des personnes, parce que je vous disais sous le ton de la boutade, mais moi je représente deux institutions à la pointe de l'innovation que sont Gustave Roussy et l'École Polytechnique. J'ai pas de souci sur le fait qu'il y aura toujours de l'innovation dans ces domaines-là, mais je suis originaire d'un village au fin fond du Béarn, et je peux vous assurer que si je faisais une présentation comme ça dans ce village, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup d'écho. Et je vous dis ça, alors, avec et je trouve que c'est ça qui est le plus important à l'heure actuelle, c'est qu'on arrive à embarquer, parce que dans ce village, on est encore à la question de savoir si on a la couverture 3G ou 4G. Et je vous dis ça parce qu'il peut y avoir un enjeu très fort sur les questions d'accès aux soins. Moi, j'ai été très frappé dans les expériences récentes. Je suis allé à l'université d'été du Gers cet été, justement avec des jeunes médecins pour réfléchir à la question de l'accès dans ces régions. Et l'innovation peut être un formidable levier, parce que je ne vais pas faire une publicité pour le Gers, mais c'est une très belle région. Et les médecins, en fait, ces jeunes générations, quand vous les interrogez, ils sont plus prêts à y vivre, parce qu'il y a la qualité de vie, il n'y a pas les embouteillages qu'on a dans les zones urbaines. La seule chose, c'est qu'ils veulent quand même avoir évidemment un minimum de confort de vie. Et la technologie là-dessus, elle est fondamentale. C'est-à-dire que si vous avez la possibilité d'avoir des applications de la télémédecine qui fonctionnent vraiment, je pense qu'il pourrait y avoir un réaménagement du territoire de cette manière. Donc je ne sais pas si je réponds à votre question, mais je trouve qu'il y a un très fort enjeu à l'heure actuelle, un peu sous-estimé, qui est de voir comment toute cette innovation du numérique se délocalise le plus possible. Écoutez, je crois que vous pouvez applaudir notre orateur. Et